Alors en effet, je vais vous parler de l'arrêt Prince Napoléon, rendu aux conclusions conformes de David, et vous savez que cet arrêt est connu parce que il a mis fin à la théorie du mobile politique. C'est la raison de sa présence dans les grands arrêts de la jurisprudence administrative. Alors c'est ce que je voudrais vérifier en m'appuyant sur les conclusions d'Edmond David. Alors je vais faire comme mon prédécesseur, je vais faire 3 points. Je voudrais tout d'abord examiner la situation antérieure, le contexte de l'acte de gouvernement, et puis la théorie dite du mobile politique. Ensuite, on verra ce qu'en pense David, on verra quelles sont les solutions qu'il préconise, et puis on examinera ensuite la postérité de l'arrêt, donc avant, pendant et après. Alors commençons par le contexte antérieur à l'arrêt Prince Napoléon. Ce contexte, c'est celui de la naissance des actes de gouvernement. L'acte de gouvernement serait né avec un arrêt Laffitte de 1822, qui est souvent cité comme le premier arrêt à consacrer l'existence des actes de gouvernement. Alors je voudrais juste vous en dire quelques mots, parce que les faits correspondent un peu à ceux de l'arrêt Prince Napoléon, puisque dans cette affaire, le banquier Laffitte avait demandé au ministre des Finances le paiement d'arrérage d'une rente qui lui avait été cédée par la princesse Borghese. Et le ministre avait refusé au motif qu'une loi de 1816 avait exclu les membres de la famille Bonaparte du royaume de France en leur imposant de vendre leurs biens. Alors le requérant demandait l'annulation de cette décision et le roi, sur le rapport du Conseil d'État, rejette la requête au motif que la réclamation du sieur Laffitte, je cite, tient à une question politique dont la décision appartient exclusivement au gouvernement. Alors cette décision prise par le ministre en matière politique et insusceptible de recours sera très rapidement qualifiée d'acte de gouvernement, et c'est ainsi qu'à partir de l'arrêt Laffitte et jusque à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire à la période de l'arrêt Prince Napoléon, on trouve dans les arrêts les expressions suivantes, je les cite, je tiens évidemment les références à votre disposition: acte de gouvernement ayant un caractère essentiellement politique, acte de gouvernement et mesures politiques, acte politique et de gouvernement, question de gouvernement, mesure de gouvernement, acte politique, et puis enfin acte gouvernemental. Alors, ce qui est intéressant dans toutes ces expressions, c'est que l'acte de gouvernement est lié à la politique. Et très rapidement, en effet, les actes de gouvernement seront identifiés comme des manifestations de volonté des plus hauts organes exécutifs portant sur des matières politiques. Alors actuellement, c'est circonscrit au rapport constitutionnel entre les pouvoirs publics et à la conduite des relations internationales, mais c'était plus étendu, je vais y revenir, à l'époque de l'arrêt Prince Napoléon. Et ces manifestations de volonté, c'est évidemment ce qui a tout de suite intéressé, sont injusticiables, c'est-à-dire que, faute de juridiction compétente, et notamment en raison de l'incompétence du juge administratif, eh bien, ces actes de gouvernement bénéficient d'une immunité de juridiction. Et cette situation contentieuse, qui est assez originale et qui a été très rapidement relevée, est mentionnée en ces termes par David dans ses conclusions sur l'arrêt Prince Napoléon, je le cite: « Il est en effet de principe, d'après la jurisprudence du Conseil, que de même que les actes législatifs, les actes de gouvernement ne peuvent donner lieu à aucun recours contentieux, alors même qu'ils statuent sur des droits individuels. » Alors, cette immunité de juridiction, ce statut contentieux, a très rapidement suscité l'intérêt de la doctrine. Et bien sûr, la question s'est rapidement posée de savoir comment identifier l'acte de gouvernement et comment le distinguer de l'acte administratif, puisqu'il y avait des conséquences juridiques importantes, injusticiabilité d'un côté, justiciabilité de l'autre. Alors, comment procéder? C'est alors que, parmi les explications doctrinales de l'acte de gouvernement, est apparue la théorie du mobile politique, dont je voudrais vous dire quelques mots. Alors, selon cette théorie, un acte du pouvoir exécutif est un acte de gouvernement dans la mesure où le mobile qui a inspiré son auteur est politique. Voilà par exemple comment, dans sa thèse, André Gros présente cette théorie, je le cite:
Il nous dit: l'acte de gouvernement se définit non pas en lui-même par un critérium objectif, mais par une qualité de ses motifs. Il n'y a pas certains actes de gouvernement, mais tout acte peut devenir acte de gouvernement s'il est inspiré par un motif politique. Alors, si vous préférez une autre formule, celle d'un autre connaisseur de la matière, Paul Duez, je le cite: « Tout acte de l'exécutif et de ses agents est susceptible, à raison du mobile qui l'a inspiré, défense de l'État ou du régime, de se transformer en acte de gouvernement. » Alors, quels sont les auteurs qui ont soutenu cette théorie du mobile politique? Il y a peut-être tout d'abord Anselme Badby, donc c'est 1828-1887, pour vous donner une petite idée chronologique. Voilà en effet ce qu'il affirme au début des années 1860, je le cite: « Il y a des actes, même individuels, qui, émanant du chef de l'État, ne peuvent, quoi qu'ils portent atteinte aux droits individuels, à la propriété ou à la liberté personnelle, être déférés ni aux tribunaux ni au Conseil d'État, en raison du caractère politique qui les distingue. Tels sont les décrets diplomatiques et tous ceux qui ont été édictés par une pensée politique. » Alors l'expression importante ici, c'est pensée politique, puisque c'est cette expression qui renvoie à l'idée de mobile politique. Mais le principal auteur dont le nom est associé à la théorie du mobile politique, c'est Gabriel Dufour. Gabriel Dufour, 1811-1868. On trouve en effet dans la 3e édition de son traité général de droit administratif appliqué, qui a été publié entre 1868 et 1870, c'est-à-dire juste avant l'arrêt Prince-Napoléon, c'est intéressant, voilà la formule qui est restée célèbre: « Ce qui fait l'acte de gouvernement, c'est le but que se propose son auteur. » Et c'est cette formule qui est souvent citée pour illustrer cette théorie du mobile politique. Et c'est donc contre cette manière d'identifier l'acte de gouvernement qu'aurait été rendu l'arrêt Prince-Napoléon. C'est ce que l'on va examiner maintenant en s'intéressant aux conclusions d'Edmond David. Alors, je voudrais juste rappeler brièvement la situation de fait. Le Conseil d'État a été saisi par le Prince-Napoléon d'un recours formé contre le refus du ministre de la Guerre de rétablir son nom sur l'annuaire militaire qui donnait la liste des officiers de l'armée. Et ce refus avait été pris en exécution d'une résolution arrêtée en Conseil des ministres qui consistait simplement à ne pas porter le nom du prince sur la liste. Et pour s'opposer à ce que le Conseil connaisse du recours, le ministre de la Guerre invoquait le caractère politique de la mesure attaquée. C'est ce que rappelle David dans ses conclusions, je le cite: « L'avocat du ministre de la Guerre oppose au recours le caractère politique de la mesure qu'il vout défaire. Cette mesure, dit-il, résultant d'une délibération prise en Conseil des ministres, est motivée par la situation exceptionnelle faite au prince de la famille Bonaparte par la révolution du 4 septembre 1870 et le vote du 1er mars 1871 constitue un acte de gouvernement qui, à ce titre, ne serait justiciable d'aucune juridiction siégeant comme tribunal. » Et c'est ce point que David va ensuite discuter. Mais c'est une discussion qui est assez rapide, parce que si vous regardez les conclusions publiées au recueil Le Bon, ça représente 7 pages du recueil Le Bon. Vous voyez à peu près ce que ça peut donner. Et sur ces 7 pages, il y a seulement 1 page et demie qui concerne la question de l'acte de gouvernement et la manière dont on peut l'identifier. Finalement, c'est assez peu. Alors voilà le passage le plus important que je voudrais vous lire, passage dans lequel David présente ce qu'il appelle lui-même la doctrine des actes de gouvernement. Voilà cet extrait, je cite: « Si les actes qualifiés dans la langue du droit, actes de gouvernement, sont discrétionnaires de leur nature, la sphère à laquelle appartient cette qualification ne saurait s'étendre arbitrairement au gré des gouvernants. Elle est naturellement limitée aux objets pour lesquels la loi a jugé nécessaire de confier au gouvernement les pouvoirs généraux auxquels elle a virtuellement subordonné le droit particulier des citoyens dans l'intérêt supérieur de l'État.
Tels sont les pouvoirs discrétionnaires que le gouvernement tient en France, soit des lois constitutionnelles, quand elles existent, pour le règlement et l'exécution des conventions diplomatiques, soit des lois de police, et spécialement de la loi sur l'état de siège pour le maintien de la paix, soit des lois d'exception, dont notre histoire contemporaine n'offre que trop d'exemples pour sa défense contre les entreprises qu'il peut avoir à redouter des princes appartenant aux familles qui ont régné sur la France. Il suit de là que pour présenter le caractère exceptionnel qui le met en dehors et au-dessus de tout contrôle juridictionnel, il ne suffit pas qu'un acte émané du gouvernement ou de l'un de ses représentants ait été délibéré en Conseil des ministres ou qu'il ait été dicté par un intérêt politique, il faut encore qu'il se rattache directement à l'un des objets pour lesquels les pouvoirs généraux ont été confiés au gouvernement par la loi. Telle est la véritable doctrine qui se dégage des divers arrêts par lesquels le Conseil d'État s'est déclaré incompétent pour connaître des actes du gouvernement. Alors, les actes de gouvernement sont ainsi des actes pris dans le cadre des pouvoirs discrétionnaires que les lois ont confiés au gouvernement. Donc, il y a les lois constitutionnelles, les lois de police, notamment celles sur l'état de siège, et les lois d'exception, notamment celles prononçant la déchéance de l'Empire. Il faut alors, poursuit David, distinguer deux situations. Je reprends ses conclusions. Que la situation exceptionnelle qui s'attache inévitablement aux princes des anciennes familles régnantes puisse autoriser le gouvernement à prendre à leur égard, sous sa responsabilité vis-à-vis de la Chambre, des mesures de prudence se rattachant à ses pouvoirs généraux d'ordre constitutionnel pour le maintien de la paix publique ou pour sa propre conservation, nous n'entendons pas contester ce point du droit public qui semble résulter, en effet, de la jurisprudence judiciaire et parlementaire telle qu'elle s'est manifestée en dernier lieu à l'occasion de l'expulsion dont le prince Napoléon a été l'objet. Mais il n'en est pas moins vrai qu'en dehors de cette réserve, qui n'est pas applicable à l'espèce, les princes de la famille Bonaparte ont conservé dans leur intégralité les droits individuels qu'ils pouvaient tenir de titre particulier et qu'ils ont pour leur sauvegarde les mêmes garanties que tous les autres citoyens devant les juridictions compétentes pour en connaître, suivant la nature de ces droits. Or, la réclamation du prince Napoléon se place sous l'égide de la loi commune à tous officiers de l'armée française. Et David préconise en conséquence au Conseil d'État d'affirmer sa compétence pour connaître de la requête, ce que fait le Conseil en déniant dès lors à l'acte attaqué un caractère de gouvernement. Et c'est ensuite que l'arrêt Prince Napoléon est officiellement devenu l'arrêt qui a mis fin à la théorie du mobile politique. C'est ce que je voudrais maintenant vérifier. Alors, si l'on en croit le site Internet du Conseil d'État, si vous cliquez sous l'onglet les grandes décisions depuis 1873, eh bien, vous pouvez lire que l'arrêt Prince Napoléon, je cite, marque l'abandon de la théorie dite du mobile politique qui prévalait jusqu'alors. De même, si vous ouvrez la dernière édition, la 24e publiée en 2023, cette année, des grands arrêts de la jurisprudence administrative, voilà ce que l'on peut lire. Ce n'est donc que de l'arrêt Prince Napoléon que date l'abandon de la théorie du mobile politique. Néanmoins, cette position ne fait pas l'unanimité, puisque Pierre Landon qualifie cette théorie de légende. Louis Roland soutient, je le cite, qu'elle n'a pas été systématisée par le Conseil d'État, et Louis Favoreux parle de mythe. Alors que penser de ces divergences d'appréciation? Alors, tout d'abord, il me semble que si le mobile politique est celui de l'auteur de l'acte, eh bien, ce mobile politique critère de l'acte de gouvernement me semble introuvable. En effet, et d'une part, si le mobile politique avait été, avant 1875, avant l'arrêt Prince Napoléon, le critère de l'acte de gouvernement, eh bien, la liste de ces actes aurait été probablement plus étendue qu'elle ne l'était. C'est ainsi que les actes relatifs à la police de la presse, qui étaient évidemment pris pour des motifs politiques, auraient dû faire partie de la liste. Mais ce n'est pas le cas. Dans son arrêt du 27 juin 1865, journal Le Courrier du Dimanche,
Le Conseil d'État, conformément aux conclusions du commissaire du gouvernement Faré, se reconnaît compétent pour connaître et pour annuler une décision du gouvernement suspendant, en application du décret sur la presse de 1852, le journal Le Courrier du dimanche. Cet acte est regardé par le Conseil d'État comme de nature administrative, alors que le commissaire du gouvernement Faré nous dit, je le cite, « Toute mesure prise en matière de presse, peut-on dire, a un caractère politique. L'arrêté du 24 août 1863 qui vous est déféré a nécessairement et évidemment ce caractère. Alors même que l'acte attaqué avait été pris dans un mobile politique, ni le commissaire du gouvernement, ni le Conseil d'État ne regardent l'acte attaqué comme un acte de gouvernement. » D'autre part, on peut contester l'affirmation selon laquelle le mobile politique était alors le critère de l'acte de gouvernement. Et je voudrais m'appuyer ici sur l'arrêt du 9 mai 1867, l'arrêt Duc d'Aumale et Michel Lévy, rendu conformément aux conclusions du commissaire du gouvernement Léon Aucoq. Dans cette affaire, les requérants contestaient en excès de pouvoir la décision du préfet de police prescrivant la saisie d'un ouvrage du duc d'Aumale, ainsi que la décision confirmative du ministre de l'Intérieur. Le Conseil d'État saisi du litige était-il compétent? Autrement dit, est-ce que les actes attaqués étaient de gouvernement? Et voilà comment Aucoq répond à cette question dans ses conclusions. Il commence par préciser, je le cite, « La jurisprudence du Conseil d'État a toujours distingué parmi les actes de l'autorité publique, qu'on appelle ordinairement l'administration, les actes d'administration proprement dits et les actes du gouvernement. Sans doute, dans le langage vulgaire, les mots administration et gouvernement s'emploient souvent l'un pour l'autre. Mais, dans la langue de la jurisprudence et de la doctrine, ces deux termes ont un sens très différent. Et le Conseil d'État, délibérant comme juridiction administrative, ne s'est jamais reconnu le pouvoir de contrôler les actes du gouvernement. Il ne contrôle que les actes d'administration. » Alors Aucoq pose cette question, quelle est la nature de l'acte que l'on vous défère? Et voilà comment il répond. « On soutient qu'il ne suffit pas que le ministre de l'Intérieur allègue qu'une semblable mesure est édictée par des raisons politiques pour que vous soyez obligés de vous déclarer incompétent. Nous admettons bien, messieurs, qu'il vous appartient de rechercher la nature et le caractère de l'acte pour apprécier si vous êtes compétent. » Ce n'était déjà donc pas le mobile qui faisait l'acte de gouvernement, mais sa nature, son caractère. Et examinant ensuite la nature de la mesure attaquée, voilà comment Aucoq conclut, je le cite, « Ce n'est pas là une mesure d'administration, c'est un acte de l'ordre politique et gouvernemental qui, à ce titre, ne peut être soumis au contrôle du Conseil d'État délibérant comme juridiction administrative. » Et il est en cela suivi par le Conseil d'État qui considère que les actes attaqués, je le cite, sont des actes politiques qui ne sont pas de nature à nous être déférés pour excès de pouvoir. Alors que peut signifier cette expression acte politique qui n'est pas de nature à faire l'objet d'un contentieux administratif? Est-ce qu'il s'agit d'un acte pris dans un mobile politique ou d'un acte de nature politique? Mobile ou nature? Alors, pour répondre à cette question, il est important de savoir qu'il était très fréquent à l'époque de distinguer l'administration et le gouvernement, c'est-à-dire l'activité administrative et l'activité gouvernementale, en s'appuyant sur le caractère politique ou non de ces deux activités. Et ce qui est particulièrement intéressant pour notre affaire, c'est que Aucoq, l'auteur des conclusions sur l'arrêt Duc d'Aumale, procède de cette manière dans ses conférences sur l'administration et le droit administratif faites à l'école des ponts et chaussées. Les conclusions d'Aucoq doivent donc être comprises, me semble-t-il, à la lumière de son ouvrage. Et dans cet ouvrage, Aucoq estime qu'il existe, je cite, « dans le pouvoir exécutif proprement dit, deux branches distinctes, le gouvernement et l'autorité administrative. » Puis, après avoir posé cette distinction entre le gouvernement et l'administration, il affirme que si l'acte de gouvernement est d'une autre nature, c'est parce qu'il est l'expression d'un pouvoir
gouvernemental, un pouvoir autonome, distinct du pouvoir administratif. Voilà ce qu'il écrit, je le cite, « Quand on distingue le gouvernement de l'administration, on entend mettre dans une catégorie spéciale la direction des affaires auxquelles on réserve le nom de politique, c'est-à-dire les rapports du chef de l'État avec les grands corps de l'État, la convocation des électeurs pour la nomination des sénateurs et députés, la convocation de la Chambre des députés et du Sénat, la clôture de leur session, la dissolution de la Chambre des députés, le soin d'entretenir les relations diplomatiques avec les puissances étrangères, la disposition de la force publique, l'exercice du droit de grâce, la collation des titres de noblesse. L'acte de gouvernement est ainsi un acte politique parce qu'il exprime le pouvoir gouvernemental qu'il convient de distinguer du pouvoir administratif. Voilà comment il faut comprendre l'arrêt Duc-d'Aumale éclairé par les conclusions de Léon Aucoq. Ainsi, près de 10 ans avant l'arrêt Prince-Napoléon, il n'était déjà plus possible de faire dépendre la nature d'un acte de l'intention de son auteur. Ce qui faisait l'acte de gouvernement n'était déjà donc plus son mobile politique, mais sa nature politique et gouvernementale. Comme cela ressort de l'œuvre de Aucoq, seul le domaine d'intervention de l'acte, c'est-à-dire sa matière, était alors susceptible de déterminer sa nature. Alors il convient à ce stade de revenir sur la position de Gabriel Dufour, censé exprimer la théorie du mobile politique. Dans son traité général de droit administratif appliqué, Dufour distingue d'un côté les actes d'administration et d'un autre côté les actes ressortissant à la diplomatie et les actes de gouvernement, lesquels qu'il regroupe ensemble, et il nous dit que ces actes procèdent de la souveraineté. Alors, si ces actes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours contentieux, nous dit-il, c'est parce que la délégation faite par le pouvoir exécutif aux autorités préposées à l'exercice de la juridiction contentieuse ne porte que sur les matières administratives et non pas sur celles que leur nature ne commandait pas d'abandonner à l'administration, les matières diplomatiques et les matières gouvernementales. Et Dufour précise alors ce qu'il faut entendre par acte ressortissant à la diplomatie et par acte de gouvernement. À propos des premiers, il affirme, je le cite, « On se rend aisément compte de ce qu'un fait du ressort de la diplomatie, ce caractère est celui de tous les faits qui se produisent d'une nation à une autre. En revanche, poursuit-il, il n'est pas à beaucoup près aussi facile de reconnaître les actes de gouvernement. Et c'est alors qu'apparaît la célèbre formule qui, replacée dans son contexte, prend une signification un peu différente. Je reprends. Ce qui fait l'acte de gouvernement, c'est le but que se propose son auteur, l'acte qui a pour but de défendre la société prise en elle-même ou personnifiée dans le gouvernement contre ses ennemis intérieurs ou extérieurs, avoués ou cachés, présents ou à venir. Voilà l'acte de gouvernement ou la mesure de haute police. Le chef de l'État, dans la sphère de ses mesures suprêmes, n'a ni contrôle à subir, ni assistance à demander. Sa force est dans l'autorité dont il est investi comme souverain, il se suffit à lui-même. Et son frein ne peut être que dans la responsabilité gouvernementale, les citoyens n'ont de protection à chercher que dans la garantie constitutionnelle. Alors il n'est plus du tout évident que cette formule exprime la théorie du mobile politique telle qu'elle est généralement présentée. En effet, le but dont parle Dufour n'est pas le but subjectif de l'auteur de l'acte, c'est le but objectif assigné à cet acte par la Constitution ou par la loi. C'est exactement la même idée que soutenait Aucoq dans ses conclusions précitées sur l'arrêt Duc-d'Aumale, et c'est encore cette idée qui ressort des conclusions du commissaire du gouvernement David sur l'arrêt Prince-Napoléon. Revenons une dernière fois sur ces conclusions. Je vous rappelle le passage qui est le plus important. Je cite. « Pour présenter le caractère exceptionnel qui le met en dehors et au-dessus de tout contrôle juridictionnel, il ne suffit pas qu'un acte, émané du gouvernement ou de l'un de ses représentants, ait été délibéré en Conseil des ministres ou qu'il ait été dicté par un intérêt politique.
il faut encore qu'il se rattache directement à l'un des objets pour lesquels des pouvoirs généraux ont été confiés au gouvernement par la loi. Eh bien, en disant cela, David reprend ce que disait déjà 10 ans plus tôt Aucoq et Dufour. Comme le soutient David dans ses conclusions, les actes de gouvernement sont des actes pris dans le cadre des pouvoirs discrétionnaires que les lois ont confiés au gouvernement dans les matières politiques, car ces matières si difficiles à réglementer sont le terrain d'élection du pouvoir discrétionnaire. Rappelons que pour David, ces lois sont les lois constitutionnelles, les lois de police et les lois d'exception. Et toutes ces lois donnaient alors naissance aux actes de gouvernement. Relevaient en effet de cette catégorie aussi bien les actes mettant en cause les rapports constitutionnels entre les pouvoirs publics et la conduite des relations internationales que les actes pris lors de circonstances exceptionnelles, notamment ceux pris en application de la loi sur l'état de siège. Et effectivement, on se retrouvait sous le Second Empire avec une notion d'acte de gouvernement qui englobait à la fois, premièrement, les actes pris en application de régimes d'exception ou lors de circonstances exceptionnelles, et certains auteurs parlaient de pouvoir de guerre. Vous aviez deuxièmement, toujours dans la même catégorie, certaines mesures de sûreté intérieure que l'on qualifiait parfois de haute police. Et puis, vous aviez également, troisièmement, certains actes discrétionnaires que l'on appelait parfois actes de pure administration. Mais la distinction entre tous ces actes injusticiables et les actes administratifs susceptibles d'être contestés en excès de pouvoir devant la juridiction administrative reposait déjà sur leur nature, c'est-à-dire sur la distinction entre le pouvoir gouvernemental et le pouvoir administratif. Ce que fait le Conseil d'État dans son arrêt Prince Napoléon, ainsi que David dans ses conclusions, c'est moins de mettre fin au mobile politique comme critère de l'acte de gouvernement que d'envisager de poursuivre la restriction de cette catégorie d'actes en rayant de la liste certains actes administratifs faits en vertu de pouvoirs particuliers. Plus largement, l'arrêt Prince Napoléon participe au renforcement progressif du recours pour excès de pouvoir, si caractéristique de l'évolution jurisprudentielle de cette époque. Alors, le titre de ma contribution, je le reprends, c'était l'arrêt Prince Napoléon et les conclusions du commissaire du gouvernement David, mythe ou réalité. Je crois que vous avez ma réponse. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre. Je me tourne vers les organisateurs.